Les lois de la physique, science dure, sont implacables. Et l'économie moderne est régie par les lois de la physique. Cette idée simple, en forme d'axiome irréfutable, n'est toutefois pas comprise par l'esprit commun, mais il faudrait plutôt dire pas admise par l'esprit commun. L'esprit commun, c'est-à-dire l'homo sapiens devenu aujourd'hui homo industrialis, n'est pas comprise pour la bonne et simple raison que l'homo sapiens actuel est convaincu ou a été convaincu par qui avait intérêt à ce qu'il le soit, est convaincu qu'il est devenu si puissant qu'il peut désormais s'affranchir de toute loi naturelle pour mener à bien son hyperactivité de production de biens économiques. Dans cet esprit commun, façonné et formaté par la propagande croissanciste, le processus économique n'est qu'une question de flux d'entrée et de sortie de la matière à travers la méga machine industrielle, basée sur la seule technologie émanée de l'esprit tout-puissant de l'homme. Toujours dans l'esprit commun, cette technologie, elle est à même de résoudre tout problème pouvant survenir à court, moyen ou long terme, sans qu'aucune objection physique ne puisse être contournée. Sur un plan plus général, il s'agit plus ou moins que de vouer une confiance absolue et anticipée au génie humain pour trouver une solution à tous les problèmes pouvant lui être posés dans le présent ou dans le futur par d'éventuelles réalités physiques. Parce que, bien que formaté, l'esprit commun n'entrevoit pas moins quelques points de détail à régler avant de pouvoir confortablement s'installer dans un mode de production durable et débarrassé des incertitudes agitées par certains économistes chagrins ou de mauvais augure. Et la première de ces incertitudes, c'est cette fichue dépendance du système industriel vis-à-vis des ressources naturelles qui, ont-ils entendu, sont en voie de raréfaction dans un futur proche, seraient en voie de raréfaction. Étant donné que la société industrielle est tout entière fondée sur le couple énergie-matière, c'est-à-dire sur l'association de ressources énergétiques, hydrocarbures, par exemple, et de ressources minérales, fer, cuivre, aluminium, telle la métallurgie, dont le principe, décrit trivialement, consiste à chauffer de l'oxyde de fer, ressource naturelle finie, minérale, avec du charbon, ressource naturelle finie, énergétique. Et étant donné que ces deux catégories de ressources sont présentes en quantité limitée sur la planète, et que leur date d'extinction au rythme actuel de prédation est relativement proche, la question posée est donc la suivante. Qu'adviendra-t-il du système industriel et anecdotiquement de l'organisation sociétale qui le porte? Nous en reparlerons plus loin dans le chapitre sur l'impasse politique, lorsque les ressources naturelles viendront à manquer. Car cette raréfaction des ressources naturelles finies, que nous dénommerons RNF, cette raréfaction des RNF, ça n'est pas une simple vue de l'esprit, mais c'est une réalité factuelle qu'aucun scientifique ne conteste aujourd'hui. Et cette réalité, elle est déjà en marche puisque les principales ressources naturelles finies ont déjà atteint leur pic de production. Un pic représentant le moment où la quantité qu'il reste à extraire devient plus faible que celle qu'il a déjà été. À partir d'un pic de production, on dit qu'une ressource entre alors en déplétion. Déplétion étant un terme sophistiqué désignant tout simplement ce que le langage commun dénomme le début de la fin. C'est donc une simple règle arithmétique, connue de n'importe quel enfant de CM1,
qui va nous aider à répondre à la question posée. En effet, dans la mesure où le système industriel est tout entier basé sur l'utilisation des ressources naturelles finies, la raréfaction inéluctable de ces ressources devrait mathématiquement créer un déclin de ce système. Eh bien, cette évidence, elle n'a pas effleuré l'esprit des fondateurs de la société industrielle qui, intuitivement, étaient persuadés, en fondant cette société industrielle, que les ressources qu'ils se proposaient de prélever dans la dot terrestre étaient infinies, ou que tout au moins, elles pouvaient être indéfiniment réutilisées. Et c'est ce credo, totalement utopique, que les représentants politiques de la société industrielle ont tenté d'inculquer au bon peuple qu'ils dirigeaient, et ce pendant le plus longtemps possible, l'apogée de ce rêve collectif se situant à la période dite des 30 glorieuses entre 1945 et 1975, pendant laquelle personne ne pouvait imaginer l'existence même de limites physiques au développement industriel. C'est alors que, suppléant à cette arithmétique rudimentaire qui se contentait de dire qu'une tonne de fer plus une tonne de charbon égalait 2 tonnes d'acier, la science physique avancée se chargea de proposer une autre équation, moins égalitaire et par là même allait détruire à jamais cette fâcheuse illusion. Et le premier scientifique qui mit en lumière l'inéluctabilité de la dégradation irrémédiable des composants mis en œuvre dans le processus industriel, et qui initia d'ailleurs le terme de décroissance, se nomme Nicolas Georgescu-Roegen, et ce, dès 1970, dans une série d'ouvrages qui l'ont conduit à introduire les lois de la thermodynamique les lois de la thermodynamique et le principe d'entropie dans la science économique. C'est ainsi que le principe de dégradation de l'énergie et de la matière fut démontré de manière scientifique et illustré par le théorème. L'énergie et la matière utilisables lors du processus industriel sont continuellement transformées en énergie et matière devenues inutilisables jusqu'à ce que les premières, les matières utilisables, disparaissent complètement. Dès lors, et pour tous les esprits rationnels, c'en était fini de l'illusion de l'énergie et de la matière infinie. Autrement dit, des mythes économiques dont se berçaient les turiféraires de la croissance. Afin d'illustrer différemment cette réalité, nous pourrions également rappeler la célèbre citation de Kenneth Boulding, que tout le monde connaît. Celui qui croit qu'une croissance infinie peut exister dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. En notant au passage que le terme général d'économiste sous-entend économiste orthodoxe, donc croissanciste, ce que n'était naturellement pas Nicolas Georgescu-Roegen ni Kenneth Boulding. Alors je voudrais dire un mot, et par là même rendre hommage, de Nicolas Georgescu-Roegen. Né à Constanța, en Roumanie, et en 1906, est décédé à Nashville, aux USA, en 1994, Roegen est un mathématicien et économiste hétérodoxe dont les travaux ont abouti pour la première fois dans la confrérie des économistes distingués à l'apparition de la notion de décroissance. Roegen a contribué à l'introduction dans l'économie du concept physique d'entropie et à l'élaboration de la bioéconomie qui ouvre un pont entre les sciences économiques et les sciences biologiques. Et à ce titre, on peut dire qu'il fait partie du courant évolutionniste des économistes, mais il lie aussi les sciences économiques et les sciences physiques, ouvrant aussi la voie à l'économie thermodynamique. Son ouvrage scientifique majeur, c'est Entropie, l'eau,
An Economic Process, paru en 1971, dans lequel il écrit « Le processus économique n'est qu'une extension de l'évolution biologique et par conséquent, les problèmes les plus importants de l'économie doivent être envisagés sous cet angle. » Un autre ouvrage, dénommé Demain la décroissance, paru en 1979, est d'abord un peu plus facile pour le lecteur non scientifique et doit être conseillé, peut être conseillé à tous ceux qui, après avoir bien intégré l'inéluctabilité de la décroissance prochaine de notre civilisation industrielle, souhaitent élever leur réflexion et l'asseoir sur la base des lois physiques de notre chère terre nourricière. Alors, il m'a paru qu'il n'était pas inutile, pour illustrer ce chapitre sur l'impasse physique de notre société industrielle, de citer quelques extraits de l'œuvre de Huygens. Concernant tout d'abord les principes thermodynamiques et l'entropie. Huygens dit, contrairement aux dogmes mécanistes qui représentent dans les manuels courants le processus économique par un diagramme circulaire enfermant le mouvement de va-et-vient entre la production et la consommation dans un système complètement clos, et contrairement à la vision des économistes marxistes qui jurent au nom de Marx que tout ce que la nature offre à l'homme n'est que don gratuit, la réalité thermodynamique, c'est que l'homme ne peut ni créer ni détruire de la matière ni de l'énergie. Cette vérité découle du principe de la conservation de la matière-énergie, autrement dit du premier principe de la thermodynamique. Le processus économique ne produit ni ne consomme de la matière-énergie. Il se limite à l'absorber pour ensuite la rejeter continuellement. Sous une forme dégradée, est donc devenu inutilisable. Les partisans les plus acharnés de la thèse, selon laquelle les ressources naturelles n'auraient rien à voir avec la valeur des produits fabriqués, finiront par admettre qu'il y a une différence entre ce qui est absorbé dans le processus économique et ce qui en sort. Et cette différence, bien sûr, ne peut être que qualitative. Voici une autre formulation de la dégradation de l'énergie. Le deuxième principe de la thermodynamique, maintenant, appelé aussi loi de l'entropie, dit que l'entropie d'un système clos croît constamment vers un maximum ou que l'ordre d'un tel système se transforme continuellement en désordre. Ce qui veut dire que l'énergie utilisable est continuellement transformée en énergie inutilisable jusqu'à ce que la première disparaisse complètement. Alors, une définition simple proposée par Huygens de l'entropie, c'est l'indice de la quantité d'énergie inutilisable contenue dans un système thermodynamique donné à un moment donné de son évolution. Ce qui signifie qu'un indice élevé d'entropie, donc une haute entropie, témoigne d'une grande quantité d'énergie devenue inutilisable et subsistant par ailleurs dans le système. Or, l'entropie, comme elle croît constamment dans un système thermodynamique, comme la société industrielle en est, par exemple, il arrive un moment où il n'y a plus dans ce système que de l'énergie devenue inutilisable. A l'inverse, un indice de basse entropie témoigne qu'il existe une grande quantité d'énergie utilisable dans le système, comme par exemple, il y en avait dans le système chasseur, pêcheur, cueilleur du pré-néolithique. Ce qui veut dire que du point de vue de la thermodynamique, la matière-énergie absorbée par le processus économique l'est toujours dans un état de basse entropie et qu'elle en ressort dans un état de haute entropie. Et c'est exactement le cas du système thermodynamique de la société industrielle qui crée un flux d'entrée de matière à basse entropie, charbon, minerai, et qui crée un flux de sortie de matière à haute entropie, alliage complexe, par exemple. En conclusion, et raisonnant du point de vue de l'entropie, le coût de toute entreprise biologique ou économique
est toujours plus grand que le produit. Et donc, ce qui veut dire que des activités de cette nature se traduisent nécessairement par un déficit du point de vue de l'entropie. Concernant maintenant le recyclage, alors, en théorie, il n'est pas impensable qu'on puisse par exemple recycler de l'or dispersé dans le sable des mers tout autant que l'eau bouillie. Mais dans l'un ou l'autre des cas, on doit utiliser une quantité supplémentaire de basse entropie bien plus considérable que la basse entropie obtenue par ce qui sera recyclé. Car il n'y a pas de recyclage gratuit, pas plus qu'il n'y a d'industrie sans déchets. Alors, cette considération brise, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, brise le rêve du recyclage perpétuel qui fonde en grande partie la croyance des adorateurs de la croissance. Raisonnant maintenant d'un point de vue calorifique, Huygens explique que toutes les formes d'énergie sont graduellement transformées en chaleur, et la chaleur, en fin de compte, devient si diffuse que l'homme ne peut plus l'utiliser. C'est une façon claire et simple de faire comprendre également la dégradation anthropique de l'énergie. Chaque fois que nous produisons une voiture, par exemple, eh bien, nous détruisons irrévocablement une quantité de basse entropie qui autrement pourrait être utilisée pour fabriquer une charrue ou une bêche. Parce que la voiture, c'est un objet complexe, chargé de très haute entropie, pour obtenir lequel on a utilisé beaucoup de basse entropie. Cet objet est donc, il devient non réutilisable, au contraire de la bêche, qui n'a fait que très peu augmenter l'entropie dans son processus de fabrication, et qui, de ce fait, reste assez bien réutilisable. Concernant maintenant la quatrième loi de la thermodynamique qui est issue de ce raisonnement sur la matière, sur sa dégradation et sur son recyclage, Huygens propose la formulation qui serait la suivante. Dans tout système clos, la matière utilisable se dégrade irrévocablement en matière non utilisable. Cette quatrième loi de la thermodynamique, proposée par Huygens, est une extension logique de la dégradation de la matière, de la deuxième loi concernant uniquement l'énergie. Dégradation de l'énergie exprimée par la deuxième loi de la thermodynamique, dégradation de la matière proposée par une quatrième loi de la thermodynamique. Cette introduction de l'incidence de la matière dans le raisonnement thermodynamique amène alors Huygens à formuler deux équations, une équation de l'énergie et une équation de la matière. L'équation de l'énergie est celle-ci. Premièrement, aucun travail mécanique ne peut s'obtenir sans dépense d'énergie. Deuxièmement, aucun travail ne peut être obtenu sans qu'une quantité d'énergie utilisable ne soit gaspillée en énergie non utilisable. Et troisièmement, aucun système réel ne peut être complètement purifié d'énergie non utilisable. Il s'agit là d'un corollaire de la troisième loi de la thermodynamique, énoncée notamment par Nernst. Huygens émet ensuite une équation de la matière, qui se décompose également en trois principes. Premièrement, aucun travail ne peut s'obtenir sans utiliser de la matière. Deuxièmement, aucun travail ne peut s'obtenir sans que quelque matière utilisable se dégrade en matière non utilisable. Et troisièmement, aucune substance ne peut être complètement purifiée de ces éléments contaminants, ce dernier principe confirmant la loi de Planck de 1913. Mais cette mise au point d'ordre scientifique sur la réalité du devenir de l'énergie et du devenir de la matière, tout au cours du processus de transformation économique, s'accompagne également, chez Huygens, d'une mise en garde de nature, cette fois quasiment anthropologique, sur la propension ancestrale de l'homme à fonder ses pratiques sur l'adhésion à certains mythes censés assurer la cohésion de la collectivité
à laquelle il appartient, propension ne semblant pas avoir été abolie ou affadie par l'avènement de la civilisation industrielle, les mythes antiques et désuets ayant été remplacés par des mythes modernes et plus sophistiqués, mais tout aussi agissant sur les comportements humains. De ce point de vue, nous pourrions même dire que Roentgen se situe dans la droite lignée des travaux de Claude Lévi-Strauss, le fondateur du structuralisme, puisque tous les deux fondent en grande partie leurs analyses sur l'importance fondamentale des mythes dans le comportement humain. Si Lévi-Strauss nous avait déjà appris que nous autres pauvres êtres humains ne sommes pas autonomes, mais nous sommes agis par des mythes, ou plus exactement, que nos comportements mentaux sont conditionnés par un assemblage d'unités de base structurantes qu'il appelle les mythèmes, à l'instar par exemple de notre langage, qui lui est structuré autour d'autres unités de base, les phonèmes. Eh bien, parallèlement à ce que nous dit Lévi-Strauss, Roentgen nous apprend que l'homme moderne, l'homo economicus, dans le cadre de la mise en œuvre de son activité économique, est lui aussi agi, conditionné et aliéné par des mythes. Idée qu'il a abondamment détaillée et explicitée dans son ouvrage Energy and Economic Myths. Les mythes économiques et énergétiques. Dont notamment les 4 mythes suivants que je vais vous énoncer. Premier mythe, celui du mouvement perpétuel de première espèce. C'est-à-dire croire qu'on pourra arriver à mouvoir les choses sans consommer d'énergie. Deuxième mythe moderne, le mythe du mouvement perpétuel de deuxième espèce. C'est-à-dire croire que nous pourrons parvenir à utiliser la même énergie continuellement. Troisième mythe moderne, le mythe de l'homme réussissant toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de les asservir à son profit. Résumé par l'adage populaire, quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose, quoi qu'il advienne, ils trouveront bien toujours quelque chose. Avec derrière le mythe de l'expertocratie. En toile de fond. Quatrième mythe moderne, le mythe de la possibilité d'une activité industrielle libre de toute pollution. L'énergie propre, l'industrie propre. Eh bien, ces 4 mythes fondateurs de la volonté de croissance elle-même constitutive du comportement de l'homme moderne, régissant aussi bien ses aspects biologiques que physiologiques, évolutifs, sociaux, religieux, psychologiques, géographiques, etc., montre bien que cette volonté de croissance prise en tant que mythe global peut et doit être étudiée d'un point de vue anthropologique. En termes plus triviaux, nous dirons qu'il y a finalement assez peu de différence entre la structure de pensée de l'Indien Bororo du Mato Grosso, que Lévi-Strauss a étudié en 1932. Assez peu de différence avec celle de l'Homo economicus, étudiée par Roentgen plus récemment. Seuls les types de mythes changent. Mais l'un comme l'autre, le Bororo comme l'Economicus, sont mentalement conditionnés par les mythes. C'est ainsi que lorsque les Bororo, par exemple, pensent qu'ils sont des araras, des perroquets rouges, ça ne signifie pas seulement qu'ils pensent qu'après leur mort, ils deviendront des araras, ou qu'ils sont actuellement des araras métamorphosés, mais ils pensent qu'ils sont réellement des araras. Exactement comme si une chenille disait qu'elle est un papillon. Eh bien, force est de constater que le mot economicus ne dit pas autre chose. Lorsque, par exemple, il est persuadé de vivre dans un système économique créant de l'excédent, alors que ce système économique crée objectivement du déficit. Ou bien qu'il pense avoir trouvé un système de production durable,
mis en place un système de production durable, alors que ce système contient en lui-même les éléments constitutifs de son extinction. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est une construction imaginaire pouvant prendre la forme d'un récit, d'une épopée, mais aussi d'une représentation, d'une idée qui se veut explicative de phénomènes, alors, peuvent être cosmiques ou humains ou économiques, mais surtout une idée fondatrice d'une pratique sociale basée sur des valeurs fondamentales pour toute une communauté et dans l'objectif de rechercher la cohésion de cette communauté. Le mythe propose une explication de certains aspects fondamentaux du monde et de la société. Alors, il peut s'agir de la création, cosmogonie, des phénomènes naturels, les rapports de l'être humain avec le divin ou avec la nature. Par extension, il est aussi souvent employé pour désigner des croyances manifestement erronées, d'un point de vue factuel, mais qui peut se rapporter à des éléments concrets, exprimés de façon symbolique et pourvu qu'elles soient partagées par un nombre significatif de personnes, ce qui lui confère une sorte de légitimité. Et on s'aperçoit que par le mythe, on s'est aperçu que les sociétés sacralisaient tout ce qui leur paraissait essentiel. D'ailleurs, cette relation permanente du mythe avec le sacré a été soulignée par tous les anthropologues. On pourrait citer également le philosophe René Girard, qui prétend que le mythe camoufle une violence du persécuteur contre le persécuté en désignant une victime expiatoire, le fameux bouc émissaire girardien, et nous voyons très bien également, de ce fait, quels pourraient être ces boucs émissaires désignés par les mythes modernes pour cacher les persécutions de certains oppresseurs. Enfin, une autre caractéristique du mythe, et non des moindres, le mythe n'est pas contestable. De par cette faculté, il sort du champ de la raison et de l'argumentation, et dans nos sociétés modernes, ce sont les dispositifs législatifs qui empêchent purement et simplement la contestation argumentée du mythe en exerçant la violence légale sur le contradicteur éventuel ou le contradicteur identifié. Il y a aussi une distinction très importante à faire pour revenir à la croissance. C'est celle entre la notion de croissance et celle de développement. Ces deux termes sont souvent utilisés comme synonymes, alimentant d'ailleurs encore un peu plus celui de la croissance, alors qu'en réalité, ils définissent deux artefacts différents et pas nécessairement consubstantiels. Huygens en parle notamment en ces termes. Une confusion sur laquelle Schumpeter a constamment mis en garde les économistes, c'est la confusion entre croissance et développement, faut dire Huygens. Pour lui, il y a croissance économique lorsqu'on augmente la production par habitant des types de biens, mais le développement, c'est l'introduction des innovations techniques. Donc ces deux sont deux affaires différentes. En réalité, le passé de l'homme est constitué principalement de longues séquences d'états stationnaires. Et l'ère d'effervescence qu'on constate aujourd'hui n'est en fait qu'une toute petite exception. La plupart de ceux qui ne comprennent pas à quel point il est exceptionnel et peut-être même anormal cet intermède actuel ignorent par exemple le fait que l'extraction du charbon des mines a commencé il y a seulement 800 ans et que, aussi incroyable que cela paraisse, la moitié de la quantité de charbon qui ait jamais été extraite l'a été dans les 30 dernières années. Ce qui veut dire que la véritable défense de l'environnement doit être centrée sur le taux global d'épuisement des ressources et, bon, accessoirement, sur le taux de pollution qui en découle. Car la société industrielle se heurte
à une accessibilité décroissante de la matière-énergie dont elle a besoin. Et si cette circonstance n'est pas contrebalancée par des innovations technologiques, le capital investi doit nécessairement être accru et les gens doivent travailler davantage pour autant que la population doive demeurer constante. La difficulté majeure réside alors dans l'impossibilité des innovations à se poursuivre indéfiniment dans un système clos. Les progrès technologiques trop vantés et vendus à notre époque ne devraient pas nous aveugler du point de vue de l'économie des ressources terrestres, qui est la base du mode de vie industriel de l'humanité. La plupart des innovations représentent un gaspillage de basse entropie. Et Roentgen termine ce paragraphe en nous indiquant que la thèse de l'état stationnaire, qui constituerait notre salut écologique, thèse si brillamment soutenue par Herman Daly, depuis 1973, Herman Daly étant, il faut le rappeler, un disciple, un élève et ensuite disciple de Roentgen, et duquel a découlé l'idée de développement durable, se heurte aussi à la 4e loi de thermodynamique, mais il est compréhensible que cette grande popularité de développement durable dans les pays occidentaux soit due au fait que les gens des pays développés se sentent menacés par la crise de l'énergie et aimeraient bien garder pour toujours leur niveau de vie actuel, ce qui induit qu'ils sont tentés de croire à quelque chose qu'ils souhaitent. Il ressort de ces considérations que la corrélation entre développement et croissance ne va pas de soi, et que nous pourrions très bien imaginer un développement sans croissance, c'est-à-dire un flux d'innovation technologique n'entraînant pas d'augmentation du PIB. Nous étudierons le PIB en détail dans la prochaine conférence, mais un flux d'innovation uniquement centré sur, par exemple, la diminution de la pénibilité du travail humain. C'est vrai qu'en revanche, il semble difficile de concevoir une croissance sans développement, c'est-à-dire sans innovation technologique. Sans innovation technologique permettant d'augmenter la production. Cette question est centrale dans le raisonnement sur la décroissance, puisqu'elle introduit un jugement qualitatif sur la technologie et, en amont, sur la recherche, et qu'elle préfigure également, par voie de conséquence, de la possibilité d'un changement de stratégie politique dans ce domaine. Domaine d'ailleurs dans lequel Roentgen, encore lui, enfonce encore un peu plus le clou en déclarant totalement que, pour comprendre la vraie nature de la crise de l'énergie actuelle et être en mesure d'imaginer son éventuel dénouement, il faut écarter de toute façon les innovations éblouissantes mais subsidiaires pour ne prendre en considération que celles qui ont représenté un réel progrès technique. Et il nous indique, aussi surprenant que ça puisse paraître, d'après lui, dans toute notre évolution technologique, il n'y a eu que 2 innovations vraiment cruciales, qui sont les suivantes. La première, qu'il appelle Prométhée 1, c'est l'acquisition du feu. Le feu étant une conversion qualitative de l'énergie, à savoir la conversion d'une certaine forme d'énergie chimique en énergie calorifique. Il y a ensuite Prométhée 2, il y a eu ensuite Prométhée 2, la machine à vapeur. C'est également une conversion qualitative, à savoir la conversion de l'énergie calorifique en énergie motrice. Et il nous dit alors qu'il reste à inventer Prométhée 3 qui serait transformer l'énergie solaire en énergie motrice. En réalité, ce défi est un réel problème quasiment insoluble, car aucune recette pour collecter directement l'énergie solaire ne peut conduire à un processus en chaîne. Et la difficulté vient du fait que l'énergie solaire arrive au sol avec une intensité extrêmement faible et qu'une énorme quantité de matière, les collecteurs, est nécessaire pour la concentrer.
il conviendrait, selon Huygens, de glisser lentement et sans catastrophe vers une technologie moins chaude. Il considère que cette dernière technologie moins chaude, ne pourrait être qu'un nouvel âge du bois, différent quand même de celui du passé, parce que nos connaissances techniques sont plus étendues aujourd'hui. Et que si ce retour advenait, la profession des économistes subirait un changement curieux, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils soient exclusivement préoccupés de croissance économique, les économistes chercheraient des critères optima pour planifier la décroissance. Donc voyons ici poindre l'idée de la construction du déclin, construire un déclin. Cette option nouvelle nécessiterait naturellement un changement de vision politique, un changement vers plus de sagesse, mais l'homme est-il capable d'être sage? On peut en douter, Huygens en doute, lui aussi, puisqu'il écrit encore qu'une politique salutaire de conservation n'est pas, selon lui, une tâche pour une seule nation, ni même pour plusieurs nations, qu'elle nécessite la coopération étroite de toutes les nations. Et que malheureusement, cette coopération se heurte à des obstacles insurmontables. Des obstacles insurmontables liés, bien sûr, à des mentalités, mais liés aussi au fait que la population mondiale a continué à croître à grands pas, en dépit du fait qu'elle avait déjà dépassé la quantité nutritive normale de la Terre, la quantité normale correspondant à ce qu'il appelle une agriculture organique. Organique, c'est le terme anglo-saxon pour dire biologique. Et il indique que cette agriculture organique devrait être basée essentiellement sur l'énergie solaire. Alors, c'est très intéressant parce que c'est l'affirmation de deux hypothèses conjointes. Premièrement, que l'agriculture ne peut être qu'organique, ne peut être que biologique. Mais attention, cette agriculture doit être basée uniquement sur l'énergie solaire, ce qui est largement différent de la conception, nous dirons, capitaliste croissanciste du green business, représenté par le dérisoire label AB. Et deuxièmement, il indique que le niveau quantitatif de la population mondiale est tel que ses besoins alimentaires ont d'ores et déjà largement dépassé la capacité de production de nourriture par une telle agriculture, par une agriculture qui serait devenue biologique. Ce point est sans doute le plus important, le plus crucial et le plus dramatique de l'impasse croissanciste. Nous y reviendrons dans le dernier chapitre sur l'impasse alimentaire. Et il termine en disant, en donnant cette conclusion très pessimiste, tout se passe comme si l'espèce humaine avait choisi de mener une vie brève mais excitante, laissant aux espèces moins ambitieuses une existence longue mais monotone. Sans commentaire. Mais revenons à l'impasse physique de la croissance. Pour dire qu'elle présente également un autre aspect extrêmement important dont il nous faut parler maintenant, un aspect qui, comme on peut s'en douter, est totalement passé sous silence par la communication croissanciste. Cet aspect se nomme le taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique est un facteur déterminant de la durabilité et du succès de la société industrielle. Ce taux lui a permis notamment de compenser, donc de masquer, pendant la période de ses débuts, disons de 1850 à 1970, un système comptablement et structurellement déficitaire. Lui a permis d'équilibrer la charge, notamment de variations négatives de stock, nous y reviendrons, par un produit d'excédent de gestion, un produit équivalent. Bon, nous n'entrerons pas dans les détails de ce mécanisme comptable qui sera largement étudié dans le prochain chapitre sur l'impasse comptable. Ce qu'il est important de retenir aujourd'hui et immédiatement, par contre, dans le cadre de cette communication sur l'impasse physique, c'est le rôle de ce taux de retour énergétique, le TRE, ou Energy Return on Invested en anglo-saxon, d'un point de vue strictement physique. En effet, le
taux de retour énergétique représente le ratio d'énergie utilisable acquise à partir d'une source donnée d'énergie, rapporté à la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie, soit la formule énergie utilisable sur énergie dépensée. De fait, lorsque le TRE d'une ressource est inférieur ou égal à 1, cette source d'énergie devient ce qu'on appelle un puits d'énergie. Et elle ne peut plus être considérée comme une source d'énergie exploitable, puisque la quantité nécessaire pour acquérir telle quantité d'énergie est supérieure à la quantité d'énergie qui sera obtenue. De ce point de vue, nous verrons plus loin, encore une fois dans le chapitre consacré à l'impasse comptable, que la loi comptable rejoint la loi physique, puisque l'aspect déficitaire du processus traduit en termes financiers, lorsqu'on le traduit en termes financiers, traduit son aberration énergétique en termes physiques. Cette implacable réalité du TRE, qui doit toujours être supérieur à 1 pour pouvoir être acceptable, elle est largement ignorée du grand public, alors même qu'elle est la clé de la survie de la société industrielle et qu'elle lui a permis, comme je le disais tout à l'heure, de conduire un système de production bénéficiaire pendant plus d'un siècle. Bien plus, il est un raisonnement couramment répandu, disant qu'il suffira toujours de mettre des moyens supplémentaires pour aller chercher des ressources d'accès qui seraient devenues plus difficiles. Ou même que le système d'ajustement des prix, pourquoi pas, et de la monnaie permettra de le faire facilement. Ces raisons tiennent au mieux du paralogisme, au pire d'un de ces mythes modernes entretenus par les zélateurs aveugles de la croissance infinie, tels que par exemple la découverte d'une énergie abiotique et sa mise en œuvre, pourquoi pas, libre de toute pollution. La simple logique pourtant accessible à la compréhension de n'importe quel profane en sciences physiques, nous indique qu'une quantité d'énergie produite par un procédé nécessitant l'utilisation d'une quantité d'énergie supérieure conduit fatalement à un appauvrissement qui ne peut être masqué que par quelqu'un ayant un intérêt particulier à le faire. Pour illustrer ce petit théorème, prenons un exemple simple. Supposons que le réservoir d'essence de votre automobile soit presque vide et que vous ne puissiez vous ravitailler qu'à un point situé à 100 km de chez vous et un point qui ne peut pas vous vendre plus de 5 litres. Si votre automobile, qui est très économique, ne consomme que 3 litres d'essence au 100, il vous faudra quand même utiliser 6 litres d'essence pour pouvoir acheter et ramener chez vous 5 litres d'essence nouvelle. Chacun conviendra aisément que cette opération est impensable. Et pourtant, c'est ce qui se produit quotidiennement dans la société moderne sans que personne ne s'en rende compte. Cet exemple, volontairement simpliste, illustre parfaitement la mystification opérée par le système vis-à-vis des consommateurs ordinaires. Mais revenons à la substantifique moelle de notre TRE, notre erreur. Ce TRE étant un ratio qui donne l'efficacité du processus de production, un TRE de 5 indique que l'utilisation d'une unité énergétique donne un gain énergétique net de 4 unités, et que le point mort est atteint pour un TRE de 1, où le gain énergétique net est égal à 0. L'apport théorique du TRE rend donc possible la comparaison efficace et lumineuse des différentes sources d'énergie entre elles. Du bois de chauffage, la biomasse, en passant par l'énergie solaire, photovoltaïque. Et il permet aussi de mesurer leur évolution dans le temps en valeur relative et en valeur absolue, en fonction de l'augmentation ou de la difficulté de leur mise en œuvre. L'estimation du TRE, obtenue par le calcul mathématique de la quantité d'énergie primaire nécessaire pour aller extraire la source d'énergie évaluée, mesure
un processus physique simple. Mais, pour autant, il n'existe pas de consensus sur les activités pouvant être incluses dans la mesure du TRE d'un processus économique. Ainsi, on peut se poser la question, jusqu'où faut-il prendre en compte la chaîne des opérations intervenant dans l'exploitation d'une source d'énergie? Par exemple, si nous employons de l'acier dans les machines servant à extraire le pétrole, faut-il inclure dans le calcul du TRE du pétrole l'énergie utilisée pour fabriquer cet acier, ainsi que l'énergie utilisée pour construire l'usine qui produit l'acier, et également l'énergie employée pour nourrir les ouvriers qui ont construit cette usine. Cette remarque nous conduit à un deuxième concept, encore plus ignoré que le premier, c'est celui d'énergie grise. Concept que nous allons développer un petit peu plus loin. En attendant, et sans prendre en compte cette énergie grise, voici un tableau récapitulant les TRE des principales sources d'énergie et leur évolution dans le temps. Alors, ce tableau permet de voir que lorsque le pétrole a commencé à être utilisé comme source d'énergie, il suffisait en moyenne de mettre en œuvre l'équivalent énergétique d'un baril pour trouver, extraire et raffiner environ 100 barils. 100. Ce ratio a décliné régulièrement au cours du siècle dernier pour arriver dans certains cas, comme pour le cas des forages en offshore profond, au niveau de 3 barils utilisables pour un baril consommé. Alors qu'il reste encore, il faut bien le dire, aux environs de 10 pour 1 dans les champs faciles de l'Arabie Saoudite, comme ceux de Gawar. Thomas Homer Dixon montre dans ses ouvrages que la baisse du TRE dans les dernières années de l'Empire romain fut l'une des raisons de la chute de l'Empire d'Occident au 5e siècle, après Jésus-Christ. Dans son livre The Upside of Down, qui n'est pas traduit en français à ce jour, il suggère même que le TRE permet en partie d'expliquer l'expansion et le déclin d'autres civilisations, comme celle des Mayas, de l'Empire Khmer d'Angkor. De son côté, Joseph Tainter considère lui aussi que la baisse du TRE est une des causes principales de l'effondrement de sociétés complexes. Alors, disons maintenant un mot de l'énergie grise. Nous avons vu que le principe du calcul du TRE qui, finalement, cherche à mesurer la productivité de l'activité extractive pourrait être étendu à l'ensemble du processus économique pour peu que nous souhaitions connaître la somme de toutes les quantités d'énergie dépensées lors de chaque phase du cycle de vie d'un produit. Ce calcul, c'est celui de l'énergie grise. Ce calcul cherche à mesurer la quantité d'énergie consommée pour l'extraction de matières premières entrant dans la composition d'un produit, sa transformation préalable, sa fabrication industrielle proprement dite, son transport, sa mise en œuvre, son entretien et enfin son recyclage, sans tenir en compte son utilisation finale par le consommateur. L'énergie grise, c'est en effet une énergie cachée, une énergie indirecte, une énergie contenue à l'intérieur du produit, contraire de l'énergie liée à son utilisation que le consommateur connaît et qu'il voit de ses propres yeux et qu'il peut évaluer aisément, relativement aisément. Car chacune des étapes du processus industriel nécessite de l'énergie, qu'elle soit humaine, animale, électrique, thermique ou autre. En cumulant l'ensemble des énergies consommées sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, on peut donc prendre la mesure du besoin énergétique global de ce même produit. Mais l'énergie n'est pas tout. Et le besoin énergétique dont nous venons de parler abondamment n'est pas le seul besoin, nous l'avons déjà dit, n'est pas le seul besoin pour la fabrication d'un bien, d'un produit ou d'un matériau. Nous avons déjà dit que le processus économique, en effet, se nourrit du couple énergie-matière et que ces deux éléments constitutifs ne peuvent être dissociés
dans le cadre de l'activité quotidienne de la société industrielle. Sans matière associée, l'énergie ne serait d'aucune utilité pour l'homme, car l'homme serait alors voué à une vie végétative. Sans énergie associée, l'homme ne pourrait travailler la matière qu'à l'aide de sa force musculaire et il serait voué à un mode de vie chasseur-pêcheur-cueilleur. Mode de vie, ne l'oublions pas, que l'Homo sapiens a pratiqué pendant 300 000 ans. Mode de vie qui tranche avec notre mode de vie industriel, qui lui est âgé d'à peine 170 ans. Et mode de vie qui, soit dit en passant, constitue le seul système durable, durable dans le sens d'indéfiniment durable, connu à ce jour, et qui, enfin, est considéré comme la majorité des paléontologues comme ayant été l'âge d'or de l'humanité pour sa paisibilité, son absence de conflit et de hiérarchie. Fin de la parenthèse. Pour revenir à notre affaire d'énergie, nous voyons donc qu'il convient de nous interroger sur la prise en compte de l'ensemble des ressources finies dans le calcul de l'énergie grise. En effet, dans tout le cycle de vie d'un produit, n'entre pas en compte que l'énergie, mais entre en compte aussi la matière, et plus précisément sous sa forme initiale et fondamentale, le minerai. Ainsi, dans le calcul traditionnel de l'énergie grise, nous allons bien prendre en compte l'énergie consommée au cours de différentes phases, mais pas la matière consommée, au sens de sa dégradation irréversible, telle que l'a mise en évidence Huygens dans son approche de la 4e loi de la thermodynamique, et dont la formulation pourrait être: dans tout système clos, la matière utilisable mise en œuvre dans un processus industriel se dégrade irrévocablement en matière non utilisable, ou encore, une variante, dans tel système, l'entropie de la matière tend toujours vers un maximum. C'est-à-dire sa quantité de matière devenue inutilisable. Ce point de vue constitue dans tous les cas une extension, constitue bien une extension du second principe de la thermodynamique. Mais bon, afin de mieux comprendre ce 4e principe, et par voie de conséquence son incidence sur le calcul du terrain, il nous faut faire un petit retour en arrière et repréciser les notions fondamentales de système clos et d'entropie. Alors en physique, un système clos, c'est un système qui n'opère aucun échange de matière ni d'énergie avec l'extérieur, énergie-matière. Un système ouvert, il échange les deux, énergie et matière. Un système semi-clos est un système qui n'échange que l'un des deux, qui n'échange que de la matière ou que de l'énergie. Alors de ce point de vue, l'ensemble composé de la planète Terre, des espèces vivantes qui l'occupent, et de sa biosphère, c'est un système mi-clos, semi-clos, puisqu'il n'échange pas de matière avec le reste de l'univers, mais il reçoit de l'énergie, celle du rayonnement solaire. Alors, dans un souci de simplification, nous parlerons du système solaire en tant que système clos du seul point de vue de l'échange de matière, sujet qui nous occupe ici. L'entropie, qui fait l'objet du second principe de la thermodynamique, n'est pas simple à définir. La notion d'entropie n'est pas simple à définir, ni même à conceptualiser, à tel point qu'on a pu parler de définition anthropomorphique à son sujet. Alors, nous avons vu précédemment que Huygens en proposait un énoncé raccourci. Un énoncé raccourci en disant c'est un indice de la quantité d'énergie inutilisable contenue dans un système thermodynamique donné à un moment donné de son évolution. Le but de ces considérations, c'est donc bien de nous amener à prendre en compte la dégradation de la matière au même titre que la dégradation de l'énergie. Cette option, qui paraît évidente du point de vue de la science physique, ne semble pas l'être du point de vue de la science économique, orthodoxe en tout cas.
science économique orthodoxe qui, si elle commence à admettre comme une réalité le principe de la dégradation d'énergie, semble, par contre, ignorer délibérément celle de la matière. Matière considérée comme une ressource inépuisable, grâce notamment au mythe très répandu de la croyance en la possibilité du recyclage illimité. Or, si nous considérons que le processus économique se nourrit, comme on l'a dit, du couple énergie-matière, en état de basse entropie, pour le transformer continuellement en déchets ou autres éléments chargés de haute entropie, nous comprenons bien qu'il faut chiffrer la proportion de matière irrémédiablement dissipée dans le cycle de vie d'un produit, en plus de celle d'énergie consommée et dissipée. La question pourrait alors se poser de renommer le concept d'énergie grise en consommation grise ou dissipation grise, voire dissipation cachée. L'objectif étant de bien fixer les esprits sur la nécessité de rendre compte du caractère dissipatif du processus industriel. Car ce qui compte finalement, c'est de pouvoir chiffrer la quantité de ressources naturelles finies, de RNF, qui disparaît définitivement pour l'homme, sans naturellement où elle n'est plus récupérable par lui, tout en sachant que la première loi de la thermodynamique nous apprend qu'elle se conserve néanmoins dans l'univers, mais sous une forme devenue inaccessible pour l'homme. Dans ces conditions, il apparaît peu gênant de conserver le terme énergie grise pour désigner cet ensemble, dans la mesure notamment où Einstein nous a montré que l'énergie était issue de la matière et que nous constatons nous-mêmes que toutes les sources d'énergie finie émanent de matières diverses, hydrocarbures, uranium. Nous voyons donc que l'augmentation de la valeur de l'énergie grise liée à la prise en compte de la dissipation de la matière s'additionne à la chute du TRE liée à l'épuisement des ressources finies. Elle l'aggrave, et que le résultat de cette addition représente un véritable défi pour les économies modernes. Ce défi putatif a commencé à devenir une réalité à partir des années 1970, avec le premier choc pétrolier et avec la fin de l'énergie bon marché. Dans ces conditions et à cet instant précis, la société industrielle risquait de voir son indice fétiche se mettre à vaciller, en décrédibilisant ainsi l'essentiel de sa légitimité auprès des masses. Il fallait donc agir de toute urgence, afin de masquer les effets comptables de cette diminution amorcée et pressentie comme inexorable des rendements énergétiques. C'est ainsi que les gestionnaires de la société industrielle croissanciste mirent en place une vaste opération de masquage et de financement du déficit énergétique dont nous reparlerons et que nous étudierons en détail dans le chapitre consacré à l'impasse financière. Je vous remercie et à bientôt.